ce serait bien si on pouvait me mettre la première image, c'est-à-dire la vue générale de Besançon. Voilà. Vous êtes nombreux quand même. Hein. Bien, alors, je vais vous parler ce matin des dénominations d'espaces publics, puisque c'est par ce moyen-là que les villes rendent hommage à celles et à ceux qui sont reconnus comme des célébrités. On est donc dans le thème du propos qui est celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, on ne sait pas toujours qui sont ces célébrités, bien que leur nom nous soit très familier, à cause de l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire à cause de la déambulation de chacun dans les rues. On ne sait pas toujours non plus pourquoi on les a choisis, et on ne sait pas non plus comment elles ont été choisies. Et c'est de tout cela que je vais vous parler. Attribuer le nom d'une personnalité à un espace public est une habitude assez récente, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. En effet, ce n'est que depuis la Révolution française qu'on a commencé à donner à certaines rues, à certaines places, des noms d'hommes qui n'existaient plus. Là aussi, c'est un point de détail important sur lequel je reviendrai. Et tout cela était contraire, bien sûr, à d'autres habitudes qui étaient celles qui consistaient à élever, à ériger aux puissants de ce monde, depuis la plus ancienne Antiquité, des statues. Et Besançon, d'ailleurs, n'y a pas échappé, puisqu'en fait, on sait que sur la Porte Noire, par exemple, à l'origine, il y avait un immense quadrige en bronze qui était probablement un hommage à l'empereur Marc Aurèle, qui avait fait construire la Porte Noire à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Et puis il y en a une autre dont on a beaucoup parlé ces derniers temps pour les Byzantins, c'est la statue de Charles Quint qui se trouvait sur l'hôtel de ville, qui était une fontaine et qui représentait Charles Quint, donc assis sur une aigle bicéphale. Je dis bien d'ailleurs une aigle parce que le mot aigle est féminin quand il s'agit d'un propos héraldique. On sait aussi qu'il y a eu des projets de statue royale pour Louis XIV, pour Louis XV, pour Louis XVI, mais également pour l'empereur Napoléon Ier. C'est donc en fait tout le cours de cette histoire que je vais vous raconter. Alors tout d'abord, une évidence s'impose. S'il est une ville qui peut s'honorer d'avoir donné naissance, d'avoir vu passer, d'avoir vu travailler ou d'avoir inspiré un grand nombre de personnalités, et même des personnalités par dizaines, c'est bien Besançon. Force est de constater, à titre d'exemple, que deux des plus grandes personnalités du XIXe siècle, à l'indiscutable renommée mondiale, sont pour l'une nées ici, vous le savez, Victor Hugo, le 26 février 1802, référence absolue de la littérature française, véritable génie vivant en son temps et adulé comme tel. Et pour l'autre, Louis Pasteur, hein, j'ai oublié de taper sur ma petite tablette là. Donc voilà, ça c'est la... Ah oui, j'ai des écrans là. C'est la plaque que nous avons fait graver à l'occasion du 2e centenaire de la naissance de Victor Hugo en 2002, lors de grandes manifestations qui avaient été organisées en ville. Et puis, donc, la deuxième de ces personnalités, c'est Louis Pasteur, qui a été étudiant au Collège Royal de Besançon, qui a été également maître d'internat, à 2 pas de ce quartier de Battant, où son père était né en 1791, dans la rue d'Arène, dans le quartier des Tanneurs. Et Louis Pasteur, donc, admiré et vénéré, non sans raison, comme un des bienfaiteurs de l'humanité. D'ailleurs, et ça c'est très intéressant, quand en 1889 paraît la traduction française d'un ouvrage qui s'appelle « L'homme de génie » de César Lombroso, qui est son auteur et qui est un célèbre sociologue italien, il consacre quelques pages à la génialité en France et il dresse un tableau des départements selon leurs aptitudes à produire des génies. Ça, c'est tout à fait dans l'esprit de ce que faisaient les gens du XIXe siècle. On remarque bien évidemment que celui de la Seine en est exclu à cause de la présence de Paris, qui est un incomparable foyer culturel, et plus encore, centre d'attraction de très nombreuses valeurs provinciales. Mais derrière ce département, et donc en première position dans la statistique de Lombroso, c'est le département du Doubs et Besançon, capitale, qui apparaissent. C'est donc en fait tout un défilé de gloire littéraire, religieuse, militaire, scientifique ou plus simplement parfois pittoresque
qui n'auront cessé de tisser le cours de notre histoire 20 siècles durant. Depuis ce jour de 58 avant Jésus-Christ, où Jules César, appelé par les Séquanes pour lutter contre les germano-ariobistes, arrive à Besançon, les libère de cet oppresseur et nous fait entrer dans l'histoire écrite de l'humanité, puisqu'il donne, dans le De Bello Gallico, la première description de la ville de Besançon. Je voudrais maintenant vous livrer, si vous le permettez, un petit couplet avant d'entrer dans le vif du sujet, sur le prestige de cette ville, sur l'admiration qu'on lui portait jadis et sur ses personnalités majeures, pour beaucoup honorées, sur lesquelles je reviendrai plus avant. Les Byzantins de toujours ont eu une passion pour cette ville. C'est pas la bonne. Ça arrive, hein? Voilà. Les Byzantins ont toujours eu une passion pour cette ville, au point d'ailleurs de lui donner, dans les temps anciens, le nom de Chrysopolis, la ville d'or. Et Jean-Jacques Chifflet, dont vous avez ici la première page de son célèbre livre Vesontio, Jean-Jacques Chifflet est donc l'un de ses porte-paroles majeurs. Le livre de Jean-Jacques Chifflet, Vesontio, est, lui, la première traduction imprimée donc, sur une histoire de Besançon. La ville, on le dit, et je vous l'avais précisé, a été une très brillante cité gallo-romaine. Elle a été aussi un archevêché prestigieux et de façon très ancienne, puisqu'il y a des archevêques à Besançon depuis le IIIe siècle. Pour établir un ordre de comparaison qui n'est pas du mauvais esprit de ma part, mais c'est simplement pour vous préciser les choses. Dijon a un archevêché depuis les années 1980. À Besançon, les archevêques sont là depuis le IIIe siècle. Et cette ancienneté du siège, ce prestige du siège, va attirer sur le trône épiscopal les plus grands noms de France, qu'il s'agisse des Grimaldi, des Choiseul, des Rohan ou des Durfort-Léobard. Besançon est également caractérisé par un site naturel tout à fait exceptionnel, vous le savez, qui va bien sûr déterminer une vocation de ville d'armes tout à fait considérable. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, Besançon, c'est le siège de la première division, c'est-à-dire que le général à Besançon commande à 35 000 hommes, c'est-à-dire au tiers de l'armée française. Et quand Stendhal écrit ici, enfin, s'inspire de Besançon pour écrire Le Rouge et le Noir. Le Rouge et le Noir, c'est le sabre et le goupillon, c'est-à-dire l'alliance en fait de cet archevêché prestigieux et de ce corps d'armée prestigieux qui a été en particulier dirigé à un moment donné par un fils de roi, le duc d'Aumale, qui était un fils de Louis-Philippe. Alors c'est ainsi, également ici que s'inscrit le talent des... c'est pas la bonne. Ça y est, ça arrive. C'est ici également que s'inscrit le talent des très grands diplomates et des grands politiques. Les Granvelle, en particulier, à ce titre-là, que tout le monde connaît, en sont des exemples majeurs. Vous avez ici un portrait de Nicolas de Granvelle par le Titien, conservé au musée du Temps. Il y a eu la succession donc de deux générations, Nicolas Pernaut de Granvelle, grand chancelier de l'empereur Charles Quint, et son fils, le cardinal Antoine de Granvelle, qui était le premier ministre, cette fois-ci, de Philippe II d'Espagne. Des grandes personnalités également, comme Proudhon, Fourier, des fortificateurs comme Vauban, bien évidemment, qu'on ne présente plus, ici avec un très beau portrait de Lebrun, et ensuite de l'autre côté par cette statue donc, qui est due à Pierre Duc et qu'on a à l'entrée de la citadelle. Et puis des auteurs, parce que Besançon est une grande ville littéraire, si nombreux, de Victor Hugo à Tristan Bernard. Je vous parlerai de Tristan Bernard parce que c'est un personnage très intéressant dans l'histoire littéraire de Besançon, et de Choderlos de Laclos, le célèbre auteur des Liaisons dangereuses, qu'il a écrite à Besançon en deux temps, à la fin du XVIIIe siècle, à Colette, sur laquelle également je reviendrai. Revendiquant en fait la grandeur de son histoire avec les libertés qui y étaient attachées, Besançon va rentrer dans la France des Bourbons en 1674, à l'occasion d'un siège absolument mémorable qui a été dirigé par le roi en personne. Et vous avez ici une reproduction de l'immense tableau du siège de Besançon par Van der Meulen, et qui est donc présenté au musée du Temps. Alors toute cette histoire se lit aujourd'hui dans ces pierres et en fait une des plus belles villes et des mieux conservées qui soient.
Je vous rappellerai aussi, pour terminer sur cette présentation un petit peu rapide, que Besançon, c'est le deuxième plus grand secteur sauvegardé de France. Ce sont 300 hectares. Le premier étant la ville de Laon, L-A-O-N, dans l'Aisne. Besançon a été aussi, à l'initiative de Jean-Louis Fousseret, le chef de file du réseau des sites majeurs de Vauban, et nous avons intégré ce prestigieux classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Besançon aussi est très célèbre pour, ce ne sont que deux exemples que je veux prendre, des collections muséographiques prestigieuses avec le musée des Beaux-Arts et la bibliothèque. Le musée des Beaux-Arts est ouvert dès 1694 au public, c'est-à-dire qu'il existe un siècle avant le Louvre, et les collections sont très majeures et toujours dans l'actualité, puisque vous le savez peut-être, nous venons d'acheter, la ville de Besançon vient d'acheter un tableau de Simon Vouet, tableau également prestigieux, puisque c'était un des éléments de ce tableau qui avait été peint par ce très grand peintre du XVIIe. Là, je sens que je suis en train de délayer, non pas de délayer, mais de perdre du temps sur le propos que je voulais vous donner. Donc, la ville de Besançon vient d'acheter ce tableau qui avait été fait par Simon Vouet pour entourer la Sainte Famille de Michel-Ange au Vatican, à Saint-Pierre de Rome. Donc, dans l'histoire des dénominations d'espace public, n'aura en fait que le choix des hommages à rendre. Mais avant que la pratique se développe, comme je vous l'ai dit, depuis la Révolution française, l'usage existait quand même de baptiser des espaces publics, mais sous d'autres formes d'inspiration. En particulier, certaines rues étaient dénommées en relation avec les noms des familles nobles, souvent, dont les propriétés se trouvaient à proximité. La rue d'Anvers, à Besançon, par exemple, doit son nom à la famille d'Heemskerk, qui avait des propriétés juste à côté, et cette famille d'Heemskerk, qui avait été ruinée dans le commerce de hareng quelques années auparavant, et était venue s'installer à Besançon. Cette famille d'Heemskerk, donc, venait de la ville d'Anvers, d'où ce vieux nom de rue d'Anvers. C'était également quelque chose qui s'inspirait de la fréquentation de certaines rues, la rue Thiémanté par exemple, qui veut dire qu'on avait affaire là à une rue qui était mal famée, ou sur les caractéristiques de la vie du lieu, la rue des Granges à Besançon, qui nous montre combien ce caractère rural existait encore, a existé très longtemps donc au centre-ville, ou sur les caractéristiques paysagères ou climatiques, la rue des Noyers, ou la rue de la Combe aux Lézards, ou bien évidemment sur les références religieuses qui, elles, l'emportaient très longtemps. Alors, il y a une exception, quand même, c'est la place Labouré. La place Labouré, ça dit peut-être encore à quelques Byzantins. Moi, j'en ai connu qui se souvenaient très bien de ce que c'était. C'est l'actuelle place de la Révolution. Non, c'est pas la bonne, mais ça fait rien, on va rester là-dessus. C'est l'actuelle place de la Révolution, et qui avant s'était appelée la place du marché. Et pourquoi s'appelait-elle la place du Labouré? Tout simplement parce que habitait là un personnage qui s'appelle Barthélemy Labouré. C'était un assassin sinistre qui a été assommé, égorgé, pendu devant sa maison qui se dressait là, avant qu'elle soit aussitôt rasée, comme pour effacer de la mémoire collective le souvenir de ce sinistre meurtrier, et plus prosaïquement pour agrandir l'étendue de la place à laquelle on rêvait depuis plus longtemps. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que 400 ans plus tard, l'appellation de place Labouré reste étonnamment présente à l'esprit et dans l'usage de certains Byzantins. Le XVIIIe siècle de l'après-conquête va voir la ville doubler sa population. On passe en 1690 à peu près de 17 000 habitants en 1789 à 32 000 habitants. C'est-à-dire que la cité, contrainte dans ses murailles à cause des ordres de l'état-major, on n'avait pas le droit de franchir les murailles, eh bien, tout cela fait qu'il va falloir s'organiser. Donc on commence à numéroter, voilà, c'est la bonne. On commence à numéroter les maisons pour la première fois. C'est le cas, par exemple, on va numéroter les maisons, et bien on va aussi peindre sur les façades les noms des rues, et parfois on va les graver. C'est le cas de cette gravure à peu près unique à Besançon, de la rue Thiémanté,
donc dans le quartier d'Arène, qui a été gravé au XVIIIe siècle pour signaler aux passants dans quelle rue on se trouvait. On va aussi installer l'éclairage public pour la première fois. On va signaler les maisons à puits. Ça, c'est très intéressant. Il y avait encore 2 maisons ces dernières années sur lesquelles il y avait l'inscription maison à puits. Il y en avait une rue Charles-Nodier. Malheureusement, ça a disparu avec un ravalement de façade. Et puis, il y en avait une rue Péclet, inscrite sur un portail. Mais malheureusement, le portail a été repeint récemment. Et ces maisons à puits, eh bien, signalaient pour le service des incendies de la ville de Besançon au XVIIIe siècle qu'on trouvait dans ces cours de maison un puits dans lequel on allait pouvoir s'approvisionner en cas d'incendie. Et puis, on va aussi, à cette époque-là, aménager, pour la première fois, bien sûr, les trottoirs, mais ça, c'est un petit peu un mouvement général en France, qui venait d'être révélé par les fouilles de Pompéi et d'Herculanum. Tout au long du siècle des Lumières, les dénominations de rues, dans la tradition de ce qui existait, ne témoignent d'aucune évolution. Elles restent pour l'essentiel religieuses ou en lien avec leur environnement. C'est la Révolution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va bouleverser ces habitudes anciennes comme on l'imagine. Pour la première fois, en effet, on va, à l'exception de Barthélemy Labouré, on va honorer les institutions et les personnalités du régime à peine installé. Les saints, les vieux noms s'en vont, balayés par l'histoire et remplacés par ceux des défenseurs de la patrie, des sans-culottes, de la montagne, mouvement politique d'alors, de Gemmap, qui a été une grande victoire, et de quelques héros du jour comme Marat et Le Pelletier de Saint-Fargeau. Le Pelletier de Saint-Fargeau, c'est un aristocrate qui était un ancêtre de Jean d'Ormesson. Et ces 2 personnalités sont des victimes qui ont été assassinées par la réaction nobiliaire et à qui on va donc décerner à Besançon des noms de rues. Alors plus curieusement aussi, pour des motifs que je ne me suis pas expliqués, on trouve une rue d'Agobert. Alors, parmi les autres curiosités, Guillaume Tell reçoit une rue également sous la Révolution, parce qu'il est un héros de la liberté, et il fait son apparition d'ailleurs à côté d'une autre rue qui est dite de l'Helvétie, façon de gagner nos voisins suisses sans doute à l'idéologie révolutionnaire du jour. Avec le siècle suivant, et avec son cortège de régime, l'heure est au retour aux vieilles habitudes et à la restauration des vieux noms. Les pouvoirs s'y succèdent, bousculés les uns après les autres, et bien vite oubliés. Qui va se souvenir, par exemple, de l'éphémère place du roi de Rome, qui par la suite va devenir la place de l'état-major, et en 1944, la place Jean Cornet. Qui va se souvenir aussi du quai Napoléon, dont vous avez ici, en 1854, une vue très intéressante qui vous montre le quai dans l'état dans lequel il se trouvait avant les grands travaux d'aménagement qu'on va en faire sous le Second Empire. Et ce quai Napoléon, bien sûr, il honore Napoléon III, deviendra ensuite le quai de Strasbourg. Et puis, qui se souvient également de ce palais Monsieur, de cette place Monsieur, de cette rue Monsieur, qui sont très hâtivement baptisés en souvenir du bref séjour fait ici en 1814 par le frère du roi, le futur Charles X, dans une sorte d'enivrement légitimiste. La ville se peuple, se construit, l'époque est à la prospérité et à la modernité. On ouvre des voies nouvelles où les gloires de la cité, cette fois, ont toute leur place. Le mouvement est lancé, où les guerres sont l'occasion d'honorer les vainqueurs, des grands écrivains comme Victor Hugo, j'y reviendrai tout à l'heure, des grands artistes comme Jean Gigou, célèbre peintre, donc, qui est inhumé dans le cimetière de Chambrulé aux frais de la ville de Besançon, et sa tombe qui vient d'être restaurée, nettoyée, est toujours entretenue par la ville de Besançon. Jean Gigou, qui est un immense donateur donc, du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. Des savants également, comme Auguste Castan, l'inventeur, entre guillemets, du square que vous connaissez bien. Des militaires, comme Denfert Rochereau. Des politiques aussi, comme Gambetta. Alors, Gambetta, il n'est pas ici, mais il est rentré dans l'histoire de Besançon le 18 octobre 1870, parce qu'il est le chef du gouvernement provisoire dans cette période extrêmement troublée. Et il arrive à Besançon en ballon monté, puisque Paris est assiégé, donc il arrive en ballon monté, il arrive à la préfecture,
où il va être reçu, bien sûr, par le représentant de cet État encore incertain qui n'est pas vraiment encore la République. Et reçu là, il va y croiser un de ses ennemis, qui se trouve ici également, mais ils ne vont quasiment pas se voir puisqu'ils se détestent. C'est le vieux Garibaldi qui est venu offrir donc à la France son aide. Et puis, on va avoir aussi la présence, j'allais dire, de maires en rafale, parce que tous les maires, c'est un peu d'ailleurs la tradition, hein, tous les maires de la ville de Besançon ont reçu ou vont recevoir donc une rue, un espace public ou un aménagement public à leur nom. Et donc tous ces portraits de maires donc, sont également illustrés dans la topographie byzantine par des places, par des rues. Et on peut citer par exemple, pour ceux qui voient ainsi leurs mérites édilitaires honorés au XIXe siècle, ceux de Micot, de Delavelle ou de Claire de Landresse. En fait, ce sont plus de 10 régimes qui se sont succédés à l'aube de la Belle Époque, et les révolutions et les guerres qui vont avec. Et il y a un moment absolument essentiel dans l'histoire de ces débuts de la Belle Époque, c'est la date de 1905, avec la promulgation des lois de séparation des églises et de l'État. J'ai bien dit des églises parce que tout le monde dit généralement loi de séparation de l'Église et des États. Non, les trois cultes qui étaient pratiqués à cette époque-là sont concernés par cette loi de séparation. Et cette loi de séparation, cette date de 1905, elle s'impose comme une date charnière entre deux siècles. Et le conflit mondial qui la suit de peu la transforme en un moment de rupture définitive entre deux mondes. Ces années-là ne faisaient que concentrer tout ce qui agitait la société française depuis longtemps, c'est-à-dire depuis la défaite humiliante de Sedan, depuis la Commune, depuis l'affaire Dreyfus et depuis l'ensemble des scandales à répétition qui allaient avec. 1905, donc, on se souvient, c'est l'image que vous avez là, des inventaires du contenu mobilier des églises qui n'avaient pu se tenir qu'en la présence de la force armée qu'on voit au-devant de la Porte Noire, avec cette foule de gens qui tentent de protester. C'est pour l'inventaire là de l'hôtel de l'archevêque et de la cathédrale Saint-Jean. Et donc ces inventaires vont également être suivis de l'expulsion des congrégations et jusqu'à celle de l'archevêque qui est délogé de son palais. L'archevêque Monseigneur Fulbert Petit va aller chez les Sœurs de la Charité, quelques dizaines de mètres plus loin, pensant que l'affaire va se régler assez rapidement et qu'il va pouvoir récupérer son palais. Il n'en fera rien, il va mourir en exil donc dans l'hôtel particulier des Sœurs de la Charité. Il y avait des gens qui avaient été... Fulbert Petit est un personnage très intéressant et de grande qualité, assez modeste, je dois dire. Et pour vous montrer l'état d'esprit dans lequel les gens se trouvaient à l'époque, dans cette situation à la fois de défense de l'Église catholique et d'anticléricalisme, certains lui écrivaient en lui mettant sur l'enveloppe « Monseigneur Fulbert » et allaient ensuite à la ligne « Petit archevêque de Besançon », qui n'était quand même pas très courtois. Donc, ce sont également, il faut le savoir, de très rudes temps où l'on va débaptiser. Et la ville n'a pas tardé, puisqu'en fait, elle a même pris les devants. Et le 14 décembre 1904, c'est une fournée de 23 rues et places qui ont changé de nom, sans qu'il soit tenu compte, bien sûr, de l'avis des riverains. Alors, on va attribuer au sculpteur Jean Petit la rue de l'Abreuvoir, au physicien Peclet celle du Mont-Sainte-Marie, au musicien Goudimel celle du Saint-Esprit, au général Lecourbe la rue Sainte-Anne, au peintre Gustave Courbet la rue de Glaire et au naturaliste Giraud de Chantran celle des Bains du Ponto, quand le sculpteur Luc Breton, lui, remplace celle de la Bouteille. Alors, ils sont tous byzantins, à tout le moins comtois, mais la rue du Clos qui est donnée à Renan et la rue de l'Arbalète qui est donnée à Jean-Jacques Rousseau soulèvent quand même quelques mécontentements. Mais mécontentements beaucoup moins forts que celle qui va à Émile Zola
et qui remplace celle de saint Antoine, dont vous avez ici la statue, ce qui fera dire un siècle plus tard à l'historien Léonce Pingot que le saint avait été remplacé par son cochon, dont c'était l'attribut. Là aussi, pas très aimable, mauvaise attaque. Le journal des Gaudes s'insurge et le très catholique et clair-comtois voit dans cette valse des vieux saints comme une manifestation de l'anticléricalisme municipal. Alors c'est un nouveau siècle qui s'ouvre, où deux conflits majeurs vont bouleverser la terre entière, et plus que tout, les équilibres et les mentalités de la vieille Europe. Besançon, comme partout ailleurs, a bénéficié de cette éclaircie trompeuse qui suit habituellement les lendemains de conflits. On le sait bien, la ville s'est étendue pour la première fois au-delà des limites imposées par l'état-major, c'est-à-dire au-delà des ponts, puisque c'était un petit peu la règle de ce qu'il ne fallait pas franchir. Et il est fini le temps où il fallait signer un engagement, quand on construisait au-delà des ponts, signer un engagement pour prendre, il fallait signer l'engagement et ne pas demander de comment ça s'appelle ? Trouvez-moi le mot, s'il vous plaît. Il ne fallait pas, je vais parler un peu plus directement, il ne fallait pas demander d'argent, en fait, pour le cas où sa maison viendrait à être détruite en cas de conflit. C'était encore le cas autour de 1900, du côté de la rue de la Cassotte et de la rue des Deux Princesses. Au sujet d'ailleurs de la rue des Deux Princesses, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est qu'au XVIIIe siècle, cette rue, elle ne s'appelait pas la rue des Deux Princesses, mais elle s'appelait la rue des Trois Princesses. Je ne sais pas pourquoi, dans le parcours de l'histoire, il y en a une qui a disparu, mais vous savez que ces princesses en question, ce n'étaient pas du tout des princesses, c'était des dames qui animaient sans doute les belles soirées d'un petit tripot qui se trouvait à l'intérieur de cette rue. Des quartiers entiers vont voir le jour, alors sur les hauteurs de la ville, dans les années de l'entre-deux-guerres, avant de gagner la campagne encore vierge, donc, dans les années de l'après-guerre et surtout au début des années 60. Il faut se souvenir, peut-être que certains d'entre vous ne se le rappellent pas, il faut se souvenir qu'autour de 1960-1965, il y avait 3 villes en France qui étaient promises à une population de 200 000 habitants au tournant de l'an 2000. C'était Grenoble, c'était Nantes et c'était Besançon. L'histoire, là, à ce titre-là, n'a pas suivi. Des rues nouvelles sont percées, alors ces rues nouvelles vont honorer à tout va. C'est le temps, en particulier pour les années 60, des musiciens, des fleurs à profusion, un véritable herbier, comme à Palante, des auteurs français et étrangers, des provinces et des villes, une véritable géographie, comme à Planoise, parce qu'effectivement, les années 60, c'est aussi la création de cet immense quartier de Planoise qui va vite rassembler plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Alors, c'est aussi l'époque où les héros de la résistance, les martyrs du camp, les libérateurs fournissent alors, et pour longtemps, le gros du bataillon des mémoires à honorer, non sans raison d'ailleurs, tant la douleur avait été grande et tant la reconnaissance se devait d'être à la hauteur. Par la suite, les dénominations d'espace public concernant donc tous ces hommages-là, très particulièrement, vont beaucoup évoluer. L'urbanisation battant son plein, ce sont à peu près 180 nouvelles villes, rues, 180 nouvelles appellations qui vont voir le jour à partir des années 2000. Et c'est à cette date qu'entrant en fonction comme chargé du patrimoine historique, qui pour la première fois d'ailleurs était au cœur des préoccupations municipales, on me demande de travailler notamment au choix et au contenu de ces dossiers avant qu'ils soient successivement soumis à l'accord ou au refus de la commission culture, mais aussi, en phase définitive et bien légitime, au vote du conseil municipal. Et à ce moment-là, 2 règles seront avancées et adoptées. En tout premier lieu, c'est la règle d'une exigence
légitime en matière de parité. Depuis une dizaine d'années, elle sera systématiquement appliquée et il n'y sera que très rarement dérogé. En second lieu, celle d'un choix retenu pour que la préférence soit donnée, et je trouve ça parfaitement logique, à des noms de personnalités locales. Pour une raison très simple, ce n'est pas par chauvinisme, mais j'avais été toujours surpris de constater l'intérêt porté par le public à la Galerie des Maires, dont vous avez eu tout à l'heure une image, à l'Hôtel de Ville, lors des manifestations qui s'y déroulaient et auxquelles il était convié. Et tout particulièrement par le public jeune qui mettait là une image, une histoire sur le nom des rues, des places qu'il fréquentait ou habitait. C'est quelque chose de très important et qu'il ne faut pas perdre de vue. 20 ans durant, le travail donc de baptême a été l'occasion de rendre de très nombreux hommages à des personnalités injustement négligées ou simplement redécouvertes. Il est aussi arrivé, et c'était très intéressant à faire, que réunis sur des espaces qui demandaient qu'on y propose plusieurs noms. C'est-à-dire qu'à la faveur d'un lotissement, par exemple, les services du plan nous demandaient de trouver 3, 4, 5 ou 6 noms. On a pu là avoir des dénominations qui avaient de la cohérence en choisissant des sujets bien particuliers ou en lien avec la topographie des lieux. Et c'est bien que ces dénominations d'espaces publics, à ce moment-là, pour honorer des célébrités, sont devenues une sorte de vraie leçon entre récit et savoir, au point même que dans certains cas, on avait obtenu que des petits panneaux à l'entrée de ces lotissements puissent expliquer au public et aux usagers le pourquoi donc de ces choix qui avaient été faits. Et là, les exemples sont plutôt nombreux. À Saint-Claude, par exemple, ça aurait été autour du thème des ouvrages inspirés par la ville de Besançon, des livres inspirés par la ville de Besançon, ou de titres d'œuvres qui sont conservés en particulier au musée. C'est ainsi qu'on y trouve par exemple des rues de La Retraite sentimentale, célèbre roman de Colette, une rue Albert Savarus, célèbre roman de Balzac, ou une rue des Feuilles d'automne, donc le si célèbre poème de Victor Hugo, au sujet duquel je reviendrai tout à l'heure. Et puis on a également, dans le même endroit, une rue des Jardins de Cythère ou des Grands Cyprès. Ce sont là des patronymes qui sont inspirés par les feuilles de notre cabinet de dessin, qui, vous le savez peut-être, est un des plus importants de France. Les ronds-points ont également, par la volonté municipale, reçu, la plupart du temps, les noms de plusieurs villes jumelées, en hommage à ces cités amies, qui nous ont toujours rendu l'appareil. Ce fut fait la plupart du temps à l'occasion de visites officielles de leurs délégations, et la dernière que nous ayons baptisée en 2014, le dernier que nous ayons baptisé en 2014, c'est le rond-point de Charlottesville, c'est l'immense rond-point qui se trouve à l'entrée de la route de Grès. Et pour cette occasion, une plaque a été gravée, a été installée donc sur ce rond-point en présence de la maire de Charlottesville et du maire de Besançon. Et nous avions, pour leur témoigner de toute l'amitié que nous inspirait ce jumelage, nous avions fait, c'était très impressionnant d'ailleurs, nous avions fait pavoiser aux armes du drapeau américain la totalité du rond-point qui est très grand. Les voitures qui passaient par là se demandaient un petit peu ce qui arrivait. À la caserne de Vauban également, nous avons eu comme ça un ensemble de dénominations d'espaces publics à faire, et le pari retenu sur ce lieu a été celui de l'hommage que nous allions rendre aux grands artistes et aux créateurs contemporains. Et là, ça a été aussi l'occasion de quelques révélations, mettons le terme entre guillemets, par exemple, parce que ce sont des choses que la plupart des Byzantins avaient oubliées ou ignoraient. On va retrouver dans cet espace-là une rue qui est consacrée à la très célèbre Charlotte Perriand,
Charlotte Perriand est l'associée, j'allais dire, mythique dans l'œuvre commune de Le Corbusier. Mais pourquoi Charlotte Perriand à Besançon? Bien tout simplement parce qu'il y a un lien, c'est que Charlotte Perriand était venue dans les années 60 donner des cours d'esthétique à l'école des Beaux-Arts de Besançon. Autre personnalité, oubliée également, mais aujourd'hui célébrissime dans le monde entier, c'est une rue qui a été donnée à la prestigieuse Suzanne Belperron. Suzanne Belperron, c'est une joaillière qui est mondialement connue. Ses œuvres passant en vente aujourd'hui font des prix absolument extravagants. Elle est la grande joaillière de la période de l'entre-deux-guerres, de l'art déco et des années 40. Et Suzanne Belperron également a un lien avec Besançon. C'est qu'en fait, elle a été diplômée de l'École des Arts de Besançon au début du XXe siècle, avant d'engager sa carrière. Et puis, là, la chose était un peu plus connue. Nous avons donné également une rue à Ousmane Sow, grand ami de la ville de Besançon. Ousmane Sow, auteur, vous le savez, de la statue de Victor Hugo sur l'esplanade des droits de l'homme, mais également dans le jardin, en fait, mais ça entre guillemets, dans le jardin de souvenirs des Glacis, la statue de l'homme et l'enfant. Ousmane Sow est venu très souvent à Besançon. Il avait beaucoup d'affection pour cette ville, là aussi parce qu'il y avait commencé sa carrière il était kinésithérapeute et ce grand artiste franco-sénégalais avait fait ses premières expositions à Besançon, à la galerie d'art contemporain de l'Hôtel de Ville, à un moment où il n'était quasiment pas connu. Au VET, je ne sais pas exactement ce que deviendront l'ensemble de ces dénominations d'espaces publics, mais elles ont été actées par le conseil municipal. Au VET, nous avons, le conseil municipal a adopté un certain nombre de propositions de noms qu'on avait proposées et qui tournaient toutes autour, bien sûr, du jardinage et de la botanique. Alors c'est ainsi qu'on avait proposé une rue dédiée à Ernest de Ganay, qui est le grand historien franc-comtois des jardins. On avait également proposé une rue à Orthésie. Orthésie, c'est la fée jardinière de Jean de La Fontaine. Et puis, beaucoup plus passionnant, et moi je suis fasciné par ce genre de découverte, on avait proposé une rue dédiée à Louise Gailleton. Alors là, elle fait partie de ces personnalités qui n'ont effectivement aucun rapport avec Besançon, mais pour une fois, il fallait la mettre à l'honneur, justement pour faire comprendre, pour faire connaître aux Byzantins l'histoire très exceptionnelle de cette femme. Louise Gailleton, elle est, pendant la guerre de 14-18, marraine de guerre, comme beaucoup de dames à cette époque-là sont marraines de guerre. Elle est marraine de guerre d'une vingtaine de soldats qui sont sur le front, et elle va leur demander, c'est une histoire incroyable, mais très célèbre dans l'histoire de la botanique, elle va leur demander de cueillir sur le théâtre des opérations des végétaux pendant leur déplacement donc, et pendant les combats. Et elle va constituer à partir de leurs envois un très célèbre herbier qui s'appelle l'herbier des tranchées et qui est conservé au Muséum national d'histoire naturelle. C'est un moment émouvant de poésie dans le récit des histoires de la guerre, et je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant à retenir donc pour le quartier des Vettes. Plus classiquement, on a d'autres espaces où on a réuni des noms de façon moins essentielle, moins importante, mais parce que des bâtiments autour permettaient qu'on y rende ce type d'hommage. Plus classiquement, les noms de Marie-Lucie Cornillot, qui a été grand conservateur des musées des années 50 à la fin des années 70, ceux de Georges et Adèle Besson, il ne faut pas que j'oublie de vous les montrer. Ah voilà, j'avais oublié. L'herbier des tranchées de Louise Gailleton. Et donc, ensuite, voilà. On a également donné donc, les noms de Georges et Adèle Besson, immenses donateurs. Vous avez Adèle Besson sur le côté droit, peinte par Renoir, et vous avez Georges Besson,
de l'autre côté, peint par le peintre Bonnard. Ce sont des donateurs absolument inouïs. Vous savez que la donation Georges et Adèle Besson a été faite dès le milieu des années 60. Ils étaient originaires de Saint-Claude, et on connaît bien l'histoire. Saint-Claude, les Besson leur avaient proposé leur collection, et à Saint-Claude, un conseiller municipal avait dit « Mais que voulez-vous qu'on fasse des croûtes à Besson ?» Les croûtes à Besson, c'était probablement l'un des plus beaux ensembles, avec des Marquets, avec des Renoirs, avec des Signac, avec des Bonnards absolument fantastiques. Et donc c'est Jean Mingeot, le maire de Besançon, qui a accepté cette donation. Et Georges et Adèle Besson avaient une exigence, c'est qu'en fait, ils voulaient que l'intérieur du musée de Besançon soit entièrement refait par Le Corbusier. Le Corbusier, n'ayant pas eu le temps, c'est son principal collaborateur et disciple, ça n'était pas qu'un collaborateur, Louis Miquel, qui va construire tout l'intérieur du musée de Besançon. Et à ce titre-là, Besançon, c'est le premier grand chantier muséographique de France qui s'ouvre donc dès la fin des années 60. Donc Georges et Adèle Besson, et on décide également, enfin ils rejoignent ces deux hommages à Marie-Lucie Cornillo et à Georges et Adèle Besson, rejoignent au travers de la dénomination d'esplanade le tour du musée, et ils vont rejoindre sur l'arrière donc une esplanade, l'ancienne rue Pierre-Adrien Paris, donc, qui lui aussi avait été l'architecte des meubles du plaisir de Louis XVI et était un immense donateur donc, des musées de Besançon. À la Citadelle, de la même façon, il était aussi assez légitime qu'on honore Denise Laurac, donc le créateur et la grande conservatrice du musée de la Résistance et de la Déportation. Donc, c'est une esplanade qui a été mise en place devant son musée. À quelques pas de là, on a également honoré l'abbé Garneret, devant donc, son musée des arts et traditions populaires. Et puis, j'avais proposé, ça a été retenu, et j'en étais assez content, qu'on honore également le prince de Vaudémont. Le prince de Vaudémont, qui était le fils naturel de Charles IV de Lorraine et de Béatrice de Cusance, donc, qui était une franc-comtoise, a été le dernier défenseur de la citadelle devant les troupes de Louis XIV, si bien que, en contrebas du monument prestigieux, donc, il y a un espace dédié au prince de Vaudémont. Le prince de Vaudémont qui rejoignait d'ailleurs l'ingénieur Robelin, grand fortificateur pour le comte de Vauban, au pied de ces murailles à Battant. En fait, durant ces 2 décennies, on a donc régulièrement adopté cette façon de faire. Ça permettait de rendre des hommages sans bouleverser en fait la topographie des lieux, en les associant à un certain nombre d'édifices. Et on a par exemple, de la même façon, dans le périmètre de l'observatoire, fait des hommages à des astronomes ou à des horlogers. On a honoré aussi des médecins, des chercheurs autour de l'hôpital Jean... Ah oui, ça c'est un cliché amusant. Autour de l'hôpital Jean Mingeot, dont vous avez le portrait sur l'arrière, avec ses 2 successeurs, Robert Schwint et Jean-Louis Fousseret. Donc Jean Mingeot qui s'est vu honoré, donc, et ça n'est pas sans raison, qui a donné son nom donc, à l'hôpital de Besançon, parce qu'il avait été en particulier secrétaire d'État à la sécurité sociale. Alors il y a d'autres hommages comme ça qui ont été rendus. C'est comme ça que les syndicalistes Yvonne Buller ou André Vagneron se sont vus honorés à Battant, dans le périmètre de la Maison du Peuple, que Albert Pache, le sculpteur, a retrouvé la musicienne Clarisse Bourdonnais, à laquelle il était familialement lié. Alors, certains oubliés se sont aussi vus honorés, accolés au nom de ceux qui les avaient précédés dans un même hommage familial. Là aussi, on a parfois quand même de grandes surprises. Auguste Clessinger, célèbre sculpteur du XIXe siècle, célèbre sculpteur romantique, gendre de George Sand, avait été honoré d'une rue à Besançon dès 1923. On y a ajouté le nom de son père, qui lui-même était un sculpteur reconnu, mais à Besançon, en 2013. Il en a été de même pour l'architecte Marcel Boutrin, qui a retrouvé son fils, Maurice,
lui-même premier Grand Prix de Rome. Et sans doute, alors là, ça a été quand même une surprise, beaucoup plus légitimement encore, pour Marie Curie, oubliée, on se demande comment, en 1931, quand on honore son mari Pierre, et qu'il le retrouve en 2003. Marie Curie, rappelons-le quand même, qui a été la première femme titulaire, et en 2 fois, du prix Nobel pour ses travaux scientifiques, pour ajouter à l'hommage qui lui était rendu, une rame du tram. Il y a eu là une rude sélection pour trouver ceux à qui on allait les octroyer. Une rame du tram, donc, porte le nom de Marie Curie. Mais le cas, sans doute le plus étonnant, le plus extravagant, a été celui d'Antoine Lumière, père des 2 inventeurs du cinématographe. J'ai mis inventeur d'ailleurs sur mes notes, entre guillemets, parce que vous savez, ces grandes inventions ne sont pas habituellement le fait d'un seul homme. Elles apparaissent en plusieurs points de la planète à peu près à un même moment donné. Et c'est le cas pour le cinématographe. Les frères Lumière ne sont pas vraiment les inventeurs du cinématographe. En revanche, ils ont compris, et ce n'est pas eux d'ailleurs, c'est Antoine Lumière, leur père, tout l'intérêt commercial qu'on pouvait tirer de cette invention. Et à ce titre-là, ils sont les inventeurs donc, de cette pratique commerciale qui va voir un développement absolument inimaginable au début des premières représentations. Donc Antoine Lumière est un photographe célèbre à Besançon dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il est tellement célèbre... Ah oui, c'est moi. J'avais oublié. Merci de me rendre. Donc Antoine Lumière, il est très célèbre à Besançon, au point d'ailleurs d'être peint au plafond de la grande salle des audiences solennelles de l'hôtel de ville, en train de tenir un étendard au milieu de la foule d'une quantité de Bisontins qui sont ses contemporains. On lui donne une rue à Saint-Claude, et cette rue, elle va être débaptisée au profit de ses enfants lors de la venue d'Auguste en 1952. L'injustice était tellement criante, si bien que l'honneur rétabli du père donne maintenant la rue Lumière à Antoine, à Louis et à Auguste, juste retour des choses. Alors en fait, il ne suffit pas d'être célèbre, parce que là, je ne vous ai parlé que de personnalités célèbres. Il ne suffit pas d'être célèbre pour ses talents, pour sa renommée. Il est aussi arrivé que des personnalités d'un quartier où le tragique d'un événement impose donc ses hommages. 2 exemples suffiront. À Planoise, Joseph Roth, boulanger emblématique du quartier, dès les débuts, très engagé dans la formation professionnelle, y est honoré, rejoint quelques années plus tard, à son décès, par son épouse, qui l'avait accompagné toute sa vie, participant pleinement à leurs activités. Et dans le même quartier, la disparition tragique d'un jeune agent du CCAS, Salah Gaham, venu porter secours aux sinistrés du Forum lors de l'incendie du 2 novembre 2005, restera dans nos mémoires, et son nom a été donné au square voisin. Et c'est là l'honneur des villes que de ne jamais oublier ceux qui ont ainsi tout donné pour les autres. Au glacis, où les hommages et les monuments aux victimes des conflits, vous le savez, se sont multipliés ces dernières années, on a célébré en 2013 les principaux ordres et décorations français. L'ordre de la Libération, la médaille militaire, la Légion d'honneur et le mérite national. C'était pour apporter comme une sorte de conclusion à tous ces baptêmes mémoriels qui devenaient peut-être trop répandus en ville depuis des décennies. Enfin, d'autres personnalités qu'il convient de rappeler n'ont pas manqué d'être honorées à proximité des lieux où se conservaient leurs souvenirs. Si la cité radieuse n'évoque pas Le Corbusier et sa célèbre cité, à proximité des 408, pour lesquels il avait quand même été sollicité, il faut s'en souvenir. Le professeur Barral, lui, se rencontre légitimement sur l'espace qui précède son œuvre et qui était le don du souffle. Marie-Jeanne et Pierre Bourgeot sont rappelés dans une allée du parc de leur ancienne propriété, devenue jardin public, comme c'est arrivé souvent. L'architecte Novarina possède donc un hommage à Planoise où son grand talent va signer plusieurs bâtiments, et le médecin philosophe Avicenne trouve place à côté de la mosquée de Saint-Claude. Geneviève Antonios de Gaulle, immense résistante, ouvre la voie à celle qui enjambe le Doubs et qui consacre
son oncle, le général. De très nombreuses femmes, des chercheurs, sont désormais dans l'environnement immédiat des cliniques et de l'hôpital et sont autant d'hommages qui nous instruisent sur leur vie, leur savoir et sur tout ce que la science leur doit aujourd'hui. En fait, 2 cas méritent d'être rappelés qui concernent cette fois-ci des personnalités locales. Celui de la rue Lafayette est assez bien connu de tous, je crois, puisque la société américaine d'origine française Dupont de Nemours s'installe à Besançon en 1981 et demande à la ville de Besançon donc, que la voie qui permet d'y accéder porte le nom donc, de ce héros de l'indépendance américaine, préféré à celui, on le comprend de la part des Américains d'alors, à celui de Salvatore Allende, à qui on avait donné le boulevard qui permettait d'y accéder. Le second cas est celui de l'amiral de Coligny. L'amiral de Coligny a été assassiné comme chef du parti protestant lors de la nuit de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Un pont à la Grette, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, lui avait été consacré pour honorer là cette victime de l'intolérance religieuse. Le pont détruit à la faveur des travaux du tram, et l'hommage avec lui, quelle n'a pas été ma surprise quand même, quelque temps plus tard, d'être contacté directement par les descendants de l'amiral de Coligny, qui souhaitaient qu'on lui rende à nouveau hommage sur l'espace public byzantin. Alors, si la sollicitation pouvait sembler curieuse, 449 ans après la mort de l'amiral, elle n'en était pas moins légitime, au nom du principe qui autorise à considérer que la disparition de tout hommage de cette nature peut être l'expression d'une atteinte au droit moral et à la réputation des porteurs du nom. Sauf exception, bien sûr, j'en ai quelques exemples en tête. La petite rue des Germinettes, qui existait à 2 pas, qui avait l'avantage de ne comporter aucune considération, n'importe quoi, qui avait l'avantage de ne comporter, c'est mal écrit, l'avantage de ne comporter aucune numérotation postale, qui méritait bien sûr la plus grande considération, et son intitulé n'était que d'ordre topographique. On y a donc déplacé l'hommage à l'amiral en rappelant sur la plaque « J'y ai tenu » l'ancienne intitulature. Honorer les célébrités en ce domaine, on l'aura compris, n'est pas simple et répond à une quantité de considérations encadrées par une assez stricte réglementation qui va de la moralité exigée, là aussi j'ai des exemples en tête que je ne vous livrerai pas, à l'accord donné par les familles. En particulier, quand il s'agit de personnalités étrangères, la ville de Besançon qui décide de faire ce choix doit en solliciter la demande et l'autorisation aux ambassades des pays concernés. Et à l'impossibilité, sauf en de rares exceptions, de réserver cet honneur à des personnalités vivantes. En un mot, il ne faut plus être de ce monde, il faut avoir une moralité à toute épreuve, et l'hommage est définitif, il faut s'en souvenir. J'aurais pu aussi évoquer les nombreuses sollicitations qui sont faites dans l'espoir d'une attribution de rue directement par les familles. Vaste sujet, point de suspension ai-je mis. Certaines sont légitimes, d'autres sont plus complexes à traiter, point de suspension, diplomatiquement, point de suspension. Vous aurez compris. Il en est de là comme des demandes de décoration, mieux vaut ne pas solliciter directement et par discrétion, ici, ne pas vous en aborder le sujet. Je suis à peu près, j'ai jusqu'à quelle heure là? Personne ne me répond là. Hein, ça fait rien, je continue. Vous serez patient. Je vais clore cette évocation des hommages rendus par la ville de Besançon à ces célébrités en vous parlant de 2 d'entre elles, parmi les plus remarquables, et ça ne sera pas une surprise pour vous, Victor Hugo et Colette, écrivain majeur des lettres françaises. Choix sans surprise, vous en conviendrez. Au premier d'abord, pour me laisser le loisir de conclure avec la seconde. Victor Hugo, la maison natale. Une fois les 6 premières semaines de son existence passées, il n'est jamais revenu dans sa ville natale et le reproche lui en a été fait longtemps sans que ce reproche soit pleinement justifié. On ne saurait d'ailleurs oublier le vers des Feuilles d'automne, célèbre entre tous,
dans lequel il illustre un peu approximativement, sur le plan historique, la vieille ville espagnole de ses premiers jours. C'était tout à fait dans le goût de l'historicisme d'alors que d'aller chercher ces références historiques pittoresques tellement à la mode dans les décennies du romantisme. Vieille ville espagnole passera mal auprès des Byzantins. Jamais revenu, certes, mais fréquenté sans cesse par tous ses amis les plus proches, par ses romantiques, dont il était le chef de file avoué, et par les notabilités de son temps. Charles Nodier, leur père à tous, qui était né sur la place, vous le savez, dans la maison d'en face, et qui écrit dans ses mémoires en 1842 « J'habitais Besançon, la ville espagnole de Victor Hugo ». Hugo qui signe d'ailleurs ses premières œuvres, imprimées V.H. de Besançon, et qui croisera toute sa vie durant de nombreux compatriotes. Proudhon, tout d'abord, avec qui il est député à l'Assemblée nationale et qui il n'aime guère, de qui il dira d'ailleurs assez férocement au moment de sa disparition « Sa mort est une perte, pas un malheur ». C'est pas très élégant, hein. Courbet également. Courbet, vous avez ici un très joli portrait, un autoportrait jeune qui, me semble-t-il, doit se trouver au musée de Pontarlier. Courbet qui, lui aussi, ils se sont tous retrouvés, c'est quand même très étonnant, qui lui aussi loge dans les étages de la maison natale lorsqu'il fréquente jeune l'école de dessin de Besançon, ça ne s'invente pas. Courbet qui veut faire le portrait du maire, qui le lui dit, projet sans lendemain pourtant bien engagé. Victor Hugo lui écrit « Venez quand il vous plaira, je vous livre ma tête et ma pensée ». Habitude de propos chez Victor Hugo, vous allez voir. Déjà, quand il envoie une mèche de ses cheveux à Juliette Drouet, le 23 mars 1836, c'est dans un médaillon conservé à la bibliothèque municipale et ça vient de la donation de Ducrot-Grandry. Et il lui écrit en lui disant « Vous savez ce qui est dedans, la pensée, c'est bien le moins que vous ayez ce qui est au-dessus. Même les grands hommes peuvent se répéter. » La gloire du jeune prodige est telle qu'on se contente de lui écrire « Monsieur Victor Hugo à Paris » et que le courrier arrive. Victor Hugo qui va, comme je vous l'ai dit tout de suite, attirer à Besançon la fine fleur donc des romantiques. Alors on sait, parmi ces romantiques qui viennent à Besançon et qui vont même s'en inspirer beaucoup, on sait Stendhal avec le rouge et le noir dont je vous ai parlé tout à l'heure, on sait Balzac qui arrive sur le chemin de Neuchâtel pour aller voir pour la première fois Madame Hanska et qui s'inspire de Besançon pour Albert Savarus. On voit aussi arriver Flaubert. Alors Flaubert, il n'est pas encore, écrivain à ce moment-là, pas du tout. Il vient de faire une chose très curieuse, il a accompagné sa sœur dans le voyage de noces de celle-ci. Et puis, au retour, il s'arrête à Besançon. Et là, il veut absolument tout voir. Il va se livrer à une sorte de déambulation archéologique hugolienne, on pourrait même dire hugolâtre. Il veut tout voir, il veut voir la maison, il veut voir la chambre, il veut voir le lit, qui est encore là, entraînant avec lui la chancelante, la très chancelante et très vieille Madame de Lélée, la marraine survivante du génie. Alors, Victor Hugo, en 1879, on l'honore d'une rue qui conduit à la place du Rondeau Saint-Quentin. L'année suivante, on appose une plaque sur sa maison natale, insignes hommages. Le poète, qui est souffrant, répond, entre humilité et grandeur quand même, « Je suis une pierre de la route sur laquelle marche l'humanité. » Vous pouvez faire plus simple, hein, quand même. Le 1er juin 1885, voilà quelque chose de simple hein, aussi. Le 1er juin 1885, la délégation de la ville de Besançon marche juste derrière la famille, en tête du cortège qui accompagne le corbillard des pauvres. Victor Hugo avait dit qu'il voulait être entré dans le corbillard des pauvres. Il n'avait peut-être pas imaginé non plus que la République allait lui rendre un hommage absolument aussi considérable et aussi exceptionnel que celui-ci. On est entre les obsèques les funérailles de Napoléon Ier et Christo, qui a emballé il y a peu de temps. Donc, la ville de Besançon marche juste derrière le corbillard des pauvres, et le même jour, à Besançon, ce sont des milliers de personnes qui se réunissent devant la maison natale. La place, à son tour, va prendre le nom de Victor Hugo, et dans la demeure, désormais classée monument historique, les objets aujourd'hui présents sont offerts très vite par la famille de Victor Hugo, le lustre, les fauteuils, le miroir,
et l'éléphant de bronze, porteur de pagode, comme autant de reliques. Victor Hugo a été statufié en 2 fois, publiquement, et en 4 fois en tout. Il est dans nos collections. Il est sculpté par David d'Angers en 2 exemplaires à la bibliothèque municipale, et puis par Rodin dans ce magnifique bronze qui s'appelle le buste à l'illustre maître, et dont l'élaboration a été extrêmement complexe. En fait, Rodin était presque dissimulé dans l'embrasure d'une fenêtre de la salle à manger, occupé à crayonner, pendant que le maître, que la gloire des jeunes, ne voulant pas être dérangé, la tête tout occupée à son œuvre. Grand moment de rencontre entre les 2 géants. Et puis, Victor Hugo a été également statufié de façon monumentale à Granvelle, bien nu sous nos frimas, il faut l'admettre, par Juste Becquet pour les fêtes du centenaire de sa naissance, et à qui on va reprocher cette pose à l'antique, drapée, disent les contemporains, dans un peignoir éponge. Hugo statufié un jour par ce géant aussi, qu'était l'Amius Manso, œuvre grandiose sur l'esplanade des droits de l'homme. L'ouverture de la maison natale le 13 septembre 2013 va mettre fin aux interrogations de ceux qui s'étonnaient, et qui étaient nombreux d'ailleurs, de voir la ville si peu attachée à honorer son poète, et le propos qu'on y illustre n'en rend que plus grand ce qu'on a bien voulu retenir de lui au travers de ses combats. Dans les dernières années, d'autres noms que nous avons suggérés, d'autres rues vont rappeler ici Victor Hugo. En 2004, l'une d'entre elles est consacrée à sa mère, Sophie des Trébuchet. La même année, comme je vous le disais tout à l'heure, on a honoré une rue des Feuilles d'automne qui consacre la vieille ville espagnole. Et dans le même temps, d'ailleurs, j'avais fait restaurer et regraver l'ensemble des plaques qui se trouvent dans le soubassement de la statue de Granvelle. 10 ans plus tard, c'est au tour de Madame Delélé, la marraine du poète, d'inscrire son nom dans l'histoire de la ville. Tristan Bernard, hugolâtre définitif, est né à Besançon, comme vous le savez. Et il avait dit, entre Victor Hugo et moi, il y a un point commun, nous sommes nés les 2 dans la même rue, moi en bas, lui en haut. La différence, c'est que sur sa maison, on a mis son nom et sa date de naissance, et que sur la mienne, on a écrit « gaz à tous les étages ». Ça fait toujours de l'effet. Vous constaterez quand même que la chose a été rectifiée. Tristan Bernard, c'est un personnage quand même... Là, je sens que je vais dépasser, mais ça ne fait rien. Tristan Bernard, c'est quand même un personnage très curieux. Il ne s'appelle pas Tristan quand il est né, il s'appelle Paul. Et pourquoi il s'appelle Tristan? Parce que il était passionné de chevaux de course. Et il s'appelle Tristan parce qu'il prend ce prénom de Tristan, parce que c'est un cheval qui lui a fait gagner beaucoup d'argent aux courses. Et vous savez qu'il y a un tableau très célèbre, par exemple, de Toulouse-Lautrec, qui représente Tristan Bernard sur un champ de course. Et une autre chose que vous ne savez pas peut-être, mais comme je vais vous le dire, vous vous souviendrez toujours de moi. C'est vrai, vous allez voir. Je suis prêt à prendre les paris. Eh bien, c'est que Tristan Bernard est l'inventeur du jeu des petits chevaux. Voilà. Tristan Bernard avait une telle admiration pour Victor Hugo qu'il va reprendre et plagier le poème des Feuilles d'automne. Et il dit, je le cite, c'est sur un manuscrit inédit, « Dans Besançon, ville horlogère et militaire, ce siècle était plus vieux de 64 ans, qu'il conclut d'ailleurs, par tout mon esprit juif et mon cœur comtois. » Voilà donc pour Victor Hugo. Je vais clore ce propos en évoquant Colette à Besançon, en une sorte de respiration et de plaisir que je me fais et que je voulais partager avec vous. Si beaucoup savent combien j'ai été impliqué dans le projet de l'achat de cette propriété par la ville de Besançon en 2001, mais aussi de la promotion de ces lieux, tout particulièrement auprès de nos hôtes de marque, de nos amis américains, et surtout à l'occasion des 3 jours où nous avons reçu 7000 personnes en juin et septembre 2019. Mes liens avec la famille Boutrin, qui en fut propriétaire pendant plus d'1 siècle, étaient très étroits. J'ai fréquenté cette maison en un temps où elle était totalement fermée aux visites et remplie des souvenirs de Colette. C'est un très joli pavillon directoire. Donc voilà Colette, et voilà la maison. C'est un très joli pavillon directoire
qu'accompagnait une ferme sur le haut de cette colline où elles étaient si nombreuses, donc, au milieu des prés et des bois. Les Montboucons, c'est la retraite sentimentale de Colette. Ce n'est pas une maison de famille comme à Saint-Sauveur en Bourgogne, mais à l'opposé de celle-là, c'est ici une maison d'écrivain où 6 mois l'an, 8 années durant, elle n'aura de cesse d'y travailler sur le célèbre papier bleu de ses travaux de plume. En 1900, Paris pousse à la déprime Colette, la jeune Colette, elle, la provinciale, trop vite étourdie dans le flot des mondanités parfois douteuses dans lesquelles l'entraîne son mari, Willy Gauthier-Villars, l'auteur à succès qui sait si bien faire travailler les autres et signer tout seul. Boulevardier, écrivain facile, comme l'époque les aime, on reste absolument confondu par la médiocrité de tous ces auteurs qui connaissaient des tirages absolument pharaoniques. Là, aujourd'hui, généralement, on tire à 3 ou 4 000 exemplaires. Des gens comme Willy Gauthier-Villars fait des tirages à 20, 30 000 et des éditions par dizaines. C'est sans doute l'époque qui veut cette littérature un peu facile, qui masque quand même le talent de beaucoup de grands génies. Gauthier-Villars est un auteur à succès, originaire du Jura, plutôt viveur et sans scrupules, toujours à court d'argent. Et Willy, soucieux de ménager l'intéressant talent naissant qu'il a à la maison, lui offre c'est Colette qui parle, petite montagne qui est à moi. Colette y écrit, Colette y sera heureuse, Colette se sent libre, et Willy n'aime pas ça, mais Colette est studieuse. 6 mois par an, la voilà courant la campagne, retrouvant ici les odeurs de son enfance, les petits matins brumeux, les soleils écrasés de chaleur, la lecture dans le halo de la suspension au griffon, la gymnastique aux agrès, accrochée dans un rond d'arbre, les sorties à cheval hasardeuses et les promenades en ville où la rousse flamboyante est en cheveux, ce qui ne manquait pas de surprendre de vieilles amies qui s'en souvenaient très bien. La vie est heureuse mais pas recluse, qu'accompagne un personnel attentif et que visitent des amis choisis et célèbres venus de Paris pour partager régulièrement ce bonheur. La retraite sentimentale, mes apprentissages, les dialogues de bêtes, l'ingénue libertine, Claudine s'en va, et plus de 100 autres passages, égrenés bout à bout, font comme un devoir d'écriture qui se faisait ici, jour après jour, sous le regard de Tobichien et de Kiki, la Doucette, les animaux de Colette. Et avec quoi se construisait à Besançon une très grande et belle figure d'écrivain. La reconnaissance publique, d'ailleurs, n'est pas loin. Jules Renard ne s'en cache pas. Il écrit « Willy, ont beaucoup de talent, ont en majuscule ». En prenant la jeune femme à part, d'ailleurs, il lui dit « Apprenez donc à marcher toute seule ». Ce que je retrouve de retour, entre guillemets, avait-elle écrit au bas d'une vieille gravure en couleur de Besançon, retrouvée un jour derrière un meuble qu'on déplaçait, glissé là depuis longtemps. Tous ces bonheurs auront une fin. Le 8 février 1908, Willy, sans honneur, le lui reprend et vend, consumant 8 années de joies éperdues dans le petit domaine qu'elle chérissait tant. Et là, je cite Colette, « Je crois gravir la côte, claquer la barrière, tordre au passage une vrille, de la treille, respirer la glycine, l'ombre du chat au ras de ma jupe, je franchis les seuils, j'ouvre une à une ces chambres qui me virent heureuse des jeunes, grande leçon de littérature, et contrairement à ce qui a été publié voici peu, ces lignes ne concernent pas la Bourgogne mais Besançon. Colette, alors âgée, les envoie au bout-train sur l'exemplaire de la retraite sentimentale édité par les bibliophiles comtois. Il n'existe en outre aucune photographie du séjour de Colette à Besançon, contrairement à ce qui est montré ou affirmé trop souvent, sans doute parce que cette femme, l'une des plus photographiées de son temps et des plus mises en scène, tenait à préserver pour elle ces instants privilégiés auxquels elle tenait tant et qui lui apportaient ce bonheur retrouvé. La ville de Besançon l'honore de son vivant, ce qui est tout à fait exceptionnel, en baptisant une place à son nom en 1953, l'année même où elle est élevée à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. En 1953, elle est une des 2 seules femmes à avoir reçu une dignité de cette importance-là. L'année suivante, elle meurt, vous le savez, c'est l'hommage de la République qui lui réserve des obsèques nationales dans la cour du Palais Royal. Elle est la 2e femme, après Sarah Bernard, là aussi, à être honorée de cette façon.
Et la presse, notamment, mais le monde littéraire aussi, s'indigne de ce que l'Église, par la voix du cardinal Filtin, soupir, puisqu'il était de Besançon, archevêque de Paris, lui refuse des obsèques religieuses sous le prétexte d'une existence que l'Église juge scandaleuse, licencieuse, et ne se grandit pas dans cette affaire. D'autres hommages vont suivre. Depuis 2001, un chemin des Claudines, une rue de la retraite sentimentale, et cet espace de Taubichien, au pied des Montboucons. J'avais été très amusé et heureux de pouvoir proposer qu'on inscrive ainsi dans le temps et pour toujours le compagnon fidèle des heures heureuses, là-haut sur la colline. Image sans doute forte de la parité dont on parle si souvent et si légitimement depuis quelques années, Colette n'était pas féministe, loin s'en faut. C'est la liberté revendiquée de sa vie qui en fait comme le symbole de la libération des femmes. Comme son talent a fait oublier ses erreurs qu'il avait fait souscrire à des idées qu'on pourra qualifier de plus nationalistes. À l'opposé de sa fille, Belgazou, Colette de Jouvenel, résistante humaniste au destin exemplaire, qui mériterait elle aussi d'être honorée à Besançon. Il n'était sans doute pas facile d'être la fille de Colette. Je vais conclure sur une autre de ces héroïnes, parce que je me suis honoré de faire en sorte qu'on en garde la mémoire dans le baptême d'un espace public. Jacqueline Risset, née à Besançon, morte à Rome où elle repose, venue de l'École nationale supérieure, poétesse, critique littéraire, elle sera l'une des plus grandes spécialistes de l'œuvre de Dante et sa traductrice reconnue dans le monde entier. Dénommée pour ne pas oublier et pour raconter, en voilà tout l'intérêt. Je vous remercie.